French Touch. Bonsoir, bonjour. Il y a 10 ans, une éternité vraiment, 99% du marché audiovisuel et cinéma international était contrôlé par des studios américains. Et des contenus américains, un petit peu anglais, il n'y avait rien d'autre. J'avais commencé à produire un truc qui s'appelait Millennium, il y avait quelques séries scandinaves, j'avais fait aussi une petite série qui s'appelait Versailles, mais globalement, la percée mondiale n'existait que pour des contenus anglophones et pour des productions uniquement anglo-saxonnes. Et puis, cet homme est arrivé, il va vous raconter son histoire. Il a fait Gomorrah en napolitain. Puis moi, juste après, j'ai fait le Bureau des légendes. Et je ne dis pas qu'à nous deux, on a changé le monde, loin de là. Et ce n'était pas grâce à nous, c'était aussi grâce à la technologie et aux plateformes. Mais disons que ça a commencé à changer. Et bien sûr, aujourd'hui, vous le savez, la moitié des contenus que nous regardons et que les étrangers regardent et que les Anglais et les Américains regardent sont des contenus qui ne sont pas dans notre langue. Nous adorons les séries coréennes, nous adorons les séries espagnoles, ou hispanophones, même si c'est des novellas les plus légères. Nous adorons les contenus du monde entier. Et au fond, nous découvrons énormément. Et c'est à chaque fois des mystères, des rencontres extraordinaires. Évidemment, nous allons aussi de plus en plus découvrir des grands contenus français, des grands contenus italiens, des grands contenus de tous les pays européens. C'est de ça que nous avons envie de parler aujourd'hui. À toi, Marco. Merci Pascal. Bonjour, je suis Marco Chiemens de Cattleya, une boîte de production italien. Et on a produit, je suis un des producteurs de Gomorrah. Je vous demande pardon pour mon français. Mais je vous promets qu'il va améliorer parce que je commence à travailler chez Fédération dans quelques semaines. L'histoire de Gomorrah, en effet, c'était l'histoire d'une série que nous n'aurions jamais dû faire. Et ça, c'était déjà un peu dans notre tête. Et après quelques semaines de tournage, on s'était rendu compte qu'on était en train de perdre le contrôle de la production, qu'aurait peut-être impliqué la destruction de notre société, on s'est dit en effet, on n'aurait jamais dû la faire. Il avait des raisons déjà du début. Le roman, c'était un roman un roman fascinant, controversé, mais sans une histoire structurée suffisamment pour faire une série. Il y avait un film fantastique qui avait gagné deux prix à Cannes. Et aussi pour des questions de réalisme, on devait tourner la série dans les endroits, dans la banlieue de Naples, qui avait été jusqu'à il y avait quelques mois, le théâtre d'une de guerre de mafia. On a fait des camorres les plus sanglantes. Et aussi, on ne pouvait pas la tourner en italien, parce que là-bas, ils ne parlent pas l'italien. Ils ne parlent pas même le dialecte napolitain. Ils parlent une langue que c'est une langue incompréhensible. Incompréhensible quasiment pour les Napolitains. Et à un certain moment, on a perdu le contrôle de la production. On a arrêté les tournages. Et on a décidé, on ne savait pas exactement que faire. Seulement qu'on a vu le matériel, et le matériel que le réalisateur Stefano Sollima avait tourné jusqu'à quel moment, c'était extraordinaire. On s'est dit, il faut continuer parce que ça va être une série comme jamais il a été en Europe, en Italie et peut-être en Europe. On a relancé, investi plus d'argent, on a changé d'équipe, on a envoyé notre Special Forces et on a recommencé. En effet, on s'était rendu compte qu'on aurait dû la faire. Parce que la série est devenue une série plus d'impact en Italie. Il y a eu un succès extraordinaire en France, sur Canal, en Amérique. Et c'était une série qui a changé la vie de Cattleya et de Sky aussi, la TV payante que nous a suivis très courageusement. Et je crois qu'on en a parlé avec Pascal, les raisons du succès de Gomorrah sont exactement les mêmes raisons du succès de Le Bureau.
ça veut dire une liberté qui a déclenché une créativité, qui a exposé, même à montrer les choses pas forcément plus positives dans notre pays. Et sa liberté, sa créativité, cette liberté, ce n'est pas une chose qu'on peut trouver dans tout le monde. Il y a des pays où ça, ce n'est pas possible, pour des raisons politiques, pour des raisons commerciales. Et c'est exactement ça que je crois, l'esprit de fédération, de mettre ensemble talents producteurs qui aiment la liberté et la créativité. C'était un peu la même aventure avec le Bureau des légendes, en moins dangereux quand même. Mais bon, il fallait déjà convaincre la DGSE. Là, c'était pas dur. On arrive et on dit, ben voilà, on a envie de raconter la vraie histoire des vrais agents des services secrets français. Ils nous disent, vous n'avez pas besoin de nous pitcher quoi que ce soit. Le film d'Éric Rochant qu'il avait réalisé 20 ans plus tôt est notre principal outil pour former nos nouvelles recrues. Donc on connaît par cœur, on sait exactement ce que vous allez faire. Et moi j'avais aussi la même vision, je savais que c'était ça qu'il allait faire, Éric. Mais ce qu'on ne savait pas, bien sûr, c'est que ça serait 50 épisodes, que ça serait une aventure fabuleuse dans le monde entier, qui reste une référence aujourd'hui, y compris aux États-Unis, où nous venons de vendre à George Clooney le droit de tourner la série américaine. Et quand il a vu la série, il a dit « Je l'aime tellement la série que je ne vais pas beaucoup l'adapter. Je vais bien sûr transformer la DGSE en CIA, mais à part ça, je ne vais pas tellement l'adapter. » Il a gardé l'essentiel des scripts et ils vont tourner dans 2 mois. Et ce genre d'aventure, c'est ce qu'on appelle la création d'IP, de grandes propriétés intellectuelles qui partent de tout notre patrimoine merveilleux. Il y en a tant en Italie, il y en a tant en France, mais il y en a tant dans toute l'Europe. Nous avons le plus grand patrimoine mondial et de très loin. Versailles était une merveilleuse IP. Je produis actuellement un Lucky Luke. Je viens de produire Bardot. Je produis une recherche du temps perdu, tout simplement, facile, avec Guillaume Gallienne quand même, ça va aider un peu. Je produis même Emmanuel. J'essaye de produire toutes les grandes IP françaises et européennes. Et l'enjeu de la French Touch, je dirais, pour nous recaler avec notre sujet du jour, c'est est-ce que nous allons tellement rayonner que nous allons être capables de créer une European Touch, c'est-à-dire une capacité un peu de sursaut et de résistance des grandes cultures européennes, des grandes langues européennes et de tout notre merveilleux patrimoine, pour les transformer en des propriétés intellectuelles, en des récits, en des séries, en des films, en des jeux vidéo, en des musiques et bien d'autres choses qui vont rayonner sur le monde, qui vont complètement, je dirais, transformer notre rapport à l'étranger, qui pour l'instant est tellement paranoïaque, tellement obsédé par protégeons nos petits acquis du passé. Non, tournons-nous vers l'avenir et tournons-nous, je dirais, vers ce que personne ne pourra jamais nous prendre ou nous acheter, qui est notre incroyable capital intellectuel et créatif. Et si, absolument, aussi la force, notre force, avec la liberté et la créativité dont je parlais, de partir d'un IP très local et utiliser un langage libre, universel, qu'après l'a fait devenir une IP globale. Ça, c'était un peu l'enjeu sous toute cette série que tu as mentionnée. Et on parle très souvent de soft power, non? En effet, il y a beaucoup, je crois, de malentendus sur le soft power, mais je crois qu'on peut parler du soft power comme la capacité d'un pays d'être attractif, influent. Ce n'est pas au niveau économique, ce n'est pas au niveau forcément militaire, c'est au niveau plus subtil. Et je crois que notre créativité, de temps en temps un peu folle, notre créativité libre est la chose que ça devient très, 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 très attirant et
contribue beaucoup à notre culture, à la culture italienne, française et européenne. Donc, je dirais que il y a tout à faire, surtout pour que, c'est le cas de la French Touch, pour que nous croisions davantage nos savoir-faire. Les grandes créations de jeux vidéo, les grandes BD mythiques. J'ai produit dans le passé Babar et Tintin, donc, et le Marsupilami, donc on sait de quoi on parle. Évidemment, la grande littérature française, qui est la plus riche du monde, de très loin. Et même, je dirais, même les marques de mode. Mettons-nous ensemble, travaillons ensemble, croisons ensemble nos créativités, nos créateurs, et forgeons les projets de demain, y compris dans l'innovation technologique, y compris dans la capacité à faire du marketing global, et pas à dépendre juste d'un diffuseur, même si nous, après, on saura les vendre dans le monde entier. C'est là que je dirais, on sera incontournable. Sinon c'est facile pour n'importe quel studio américain de dire j'ai plus d'argent et j'achète ton IP. Donc c'est sur cette collaboration-là qu'on sent pas mal ici. Moi, depuis que je suis arrivé à déjeuner, ça fait 2h30 qu'on est là, j'ai eu une dizaine de rendez-vous impromptus. Et je pense qu'on a monté quelques projets, mine de rien. Donc continuons à partager tous ensemble. Et puis créons cette grande Europe de la culture que nous aimons tant.